Un jour, il venait à Paris pour elle, la mère, la sœur, le frère, la suivant, comme on suit un maître, un chef de famille, afin qu'elle étudiât la sculpture. Mais la sculpture, elle l'apprenait. Personne n'aurait pu dire qu'elle ne l'apprenait pas, même ceux qui observaient que sans doute elle n'avait pas besoin de ça, que déjà elle savait. Elle apprenait comme on apprend quand déjà l'on sait. Elle était là, fière et remuante, comme une abeille. Et quand on venait la voir travailler, on observait le rire et le visage d'enfant qu'elle gardait, et ses bavardages. Oui, vive et enjouée, et l'on ne se serait douté de rien. On rendait hommage à sa beauté et à son succès. Cette année-là, les petites causeuses qu'elle réalisait pour le salon, les 4 petites femmes qu'elle disait avoir observées dans un compartiment de chemin de fer. Il y avait celles qui parlaient, les autres qui écoutaient. On parlait d'éphémères, de fugaces, de ceux qui, dans l'instant même, apparaissaient et disparaissaient. On la voyait dessiner dans les cours et les jardins où elle ne faisait qu'aller les yeux grands ouverts. On n'avait jamais vu, disait-on, quelqu'un aller les yeux si grands ouverts. Et comprenait-il que tout cela ne faisait que commencer? Car bientôt pour elle, il ne s'agissait plus de rentrer le soir et les retrouver, la mère, la sœur, le frère. Il s'agissait de rester avec cet homme-là, et qui était le maître, et qu'à présent, elle voulait, et le plus de temps qu'elle pourrait, quand déjà, sans rien dire, elle partait avec lui pour la Touraine, prenant le train, puis la vieille diligence à travers les vignes, et personne ne saurait qu'ils étaient là-bas, tous les deux, dans ce château d'Islette où ils venaient cacher l'amour comme on cache ce qui doit être tué, ignoré de chacun. Personne ne le saurait, ni les amis. Mais, bien sûr, cette femme, cette Rose Beuret avec qui il vivait depuis si longtemps, et qu'il semblait devoir épargner. Cela avait duré si longtemps, ce renoncement. Ou considérant qu'il fallait en finir, chaque fois elle s'était éloignée, puis, oubliant ses griefs et les chagrins, pardonnant peut-être les promesses non tenues le soir, dans les musiques tziganes d'un restaurant, dans des griseries et des mots inoubliables. Et sur les nappes blanches, toutes les roses qu'il lui offrait, lui, Rodin, heureuse, apaisée, elle le retrouvait. Sans doute savait-elle ce qui venait, ne pouvait que venir. Quand déjà, prenant le bateau, elle allait à la villa de Meudon où vivait le maître. On dit qu'on la voyait là-bas, tapie dans les buissons du parc à le guetter, où une fois on la trouva. De sorte qu'elle ne pouvait expliquer elle-même ce qu'elle faisait là, tandis qu'elle se redressait, puis s'éloignait. Et ce soir d'été où l'autre, la servante, la gouvernante, la reconnaissait et s'en offusquait si bruyamment que bientôt chacun savait qu'elle avait aperçu cette femme, cette folle qu'avait aimé le maître et qui, malgré qu'il l'eût quittée, ne pouvait s'empêcher de rôder jusqu'ici. Elle revivait encore l'été de ses 26 ans où elle partait seule pour l'Islette, Si triste, si lasse. autour d'elle on s'interrogeait. Les mots qui sortaient à peine de sa bouche. Personne ne savait encore ce qui Mais arrivait. pourquoi elle partait seule? Elle lui écrivait qu'elle se reposait et Qu'elle dormait nue dans le lit en pensant à lui. il ne l'oubliait pas. Et bientôt figurait la petite tête fatiguée sortant du plat Comme d'une mère. d'une nuit profonde, avec contre le visage ses mains dont on parlerait. Qui protégeait les lèvres et les choses à ne pas dire. On parlait des mains qu'il lui donnait. On disait que l'une d'elles était une main d'enfant, Une main de petite fille. jusqu'au jour où elle en venait, se fâchant avec cela même dont elle avait le plus besoin, à ne plus rencontrer quiconque, se plâtrant dans son atelier où elle travaillait du matin au soir et parfois encore tard dans la nuit. Et chacun voyait bien où elle allait, ce qu'elle voulait, et comprenait ce qu'il y avait à comprendre. Un jour, on l'apercevait dans la cour devant la maison, ne parlant à personne, ou bien au contraire, parlant à n'en plus finir, ouvrant et refermant les portes des armoires, criant combien les figurines avaient séché et n'étaient plus que glaise bonne à jeter. De cette voix qu'elle avait à présent, âpre et monocorde et si dure, qu'on eût dit du métal, oubliant elle-même qui elle était, oui, l'oubliant, Paul l'écrivait, et aussi ce qu'elle faisait, et ce qu'elle disait, et ce pourquoi il l'avait tant aimée. Et à ce moment-là, il était déjà trop tard. Elle n'entendait rien de ce qu'on lui disait. Oui. Sans doute était-ce le soir, quand la fatigue venant et plus sûrement la tristesse, commençait-elle à boire le vin que Rodin lui faisait livrer par caisse entière,
Oui, sans doute l'imaginait-elle là-bas dans la grande belle villa où il installait son atelier et que bientôt tout le monde visitait et admirait, avec les plâtres sur leur linge et tout autour, les corps magnifiques, la vigueur des grands marbres. Oui, sans doute déjà connaissait-elle les nuits blanches et les ressassements. Et on la voyait un de ces soirs traverser la cour et cogner au carreau du concierge, demandant si elle pouvait entrer et s'asseoir un moment. Si bien qu'elle restait là, à causer et demander des nouvelles des gens du quartier. Elle demandait s'il n'y avait pas une lettre de Paul. Elle parlait de Paul, qui était vice-consul en Chine, de Paul, qui n'était jamais là. Il y avait entre elle et lui d'innombrables trains, d'innombrables bateaux, des mers incalculables. Et quand il revenait de Pékin, de ces bouts du monde où l'on était resté si longtemps, disait-il, on n'était plus le même, on ne pouvait plus l'être. On revenait plus étranger que l'étranger.